Bonjour, bienvenue sur Nounia Channel, c'est Mawili. Avez-vous déjà vu quelqu'un mourir deux fois? C'est-à-dire le gars, il est mort et on le tue encore. Vous n'avez jamais vu ça? Eh bien, c'est un miracle que je vais vous présenter aujourd'hui. Le gars, il est mort, il a été enterré, on est parti exhumer son corps, on est venu lui coller un procès. Reconnu coupable, il a été condamné à mort et exécuté. Cela se passe en Angleterre en 1661. Je vais donc vous parler du procès et de l'exécution posthume, c'est-à-dire post-mortem d'Oliver Cromwell. Venez avec moi, cette histoire est assez bizarre à savoir. Mais avant cela, je vous donne le temps de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Nous sommes le 30 janvier 1649. Le roi d'Angleterre, Charles Ier, est sur l'échafaud, condamné à être décapité. Comment se fait-il que le roi d'Angleterre se trouve sur le point d'être décapité? À Londres, au palais de Whitehall. Eh bien, il venait tout simplement de perdre la guerre, une guerre fratricide, une guerre civile qui a opposé son armée, l'armée royale, à l'armée du Parlement d'Angleterre, l'armée républicaine, commandée par un homme qui n'était pas du tout un militaire, mais un simple bourgeois entre-temps devenu parlementaire et qui, grâce à son charisme, a drainé des foules, des multitudes de supporters derrière lui. Cet homme, c'est Oliver Cromwell. Il a donc vaincu le roi Charles Ier, l'a fait prisonnier, le roi a été jugé et condamné à mort. L'exécution faite, le pouvoir revenait donc de facto à Oliver Cromwell qui établit un gouvernement républicain. Il ne se proclame donc pas roi, mais prend le titre de Lord protecteur du Commonwealth d'Angleterre. Il exerce le pouvoir jusqu'en septembre 1658 où il mourra de mort naturelle. Son fils Richard le remplace, mais est renversé l'année suivante. Tout simplement, il n'a pas le même charisme que son père pour diriger. Et là, un nouveau conflit éclate. Les choses allant de mal en pire, on se dit qu'il serait bien de rétablir la monarchie. Alors c'est la restauration en Angleterre. On rétablit un nouveau monarque sur le trône d'Angleterre et ce monarque n'est autre que le fils du défunt Charles Ier. Ce fils Charles II qui était en exil est donc rappelé en 1660 sur le trône de son père. Charles II était parti en exil avec sa sœur et sa mère. Sa mère n'était autre que la tante de Louis XIV, roi de France. Charles II et Louis XIV étaient donc cousins. Toute cette histoire est superbement, artistement racontée par Alexandre Dumas père dans son roman 20 ans après, qui est le deuxième volet de la trilogie des Trois Mousquetaires, ainsi que dans le Vicomte de Bragelonne, qui en est le troisième et dernier volet. Oui, Alexandre Dumas, comme à son habitude, exagère, romance le sujet, mais c'est tellement bien écrit que je vous le recommande. Alors, lorsque Charles II reprend le trône de son père, naturellement, il veut venger la mort de son paternel. Il veut donc s'en prendre à tous ceux qui ont commis ce régicide-là. Ceux qui sont encore en vie parmi les conjurés sont arrêtés, jugés sommairement et exécutés. On découpe leurs cadavres en petits morceaux qu'on envoie dans les quatre coins de l'Angleterre afin de dissuader quiconque de mettre encore la main sur un roi pour le tuer. Et pour bien faire les choses, pour que cette justice soit tout à fait équitable, on décide de juger même ceux qui sont déjà morts parmi les régicides. Évidemment, Cromwell en fait partie, ainsi que le général Ayrton et le juge Bradshaw. On s'en va, on les exhume, on exhume leurs cadavres et on vient leur coller un procès. Ils sont reconnus coupables de régicide et condamnés à mort, condamnés à la pendaison. Et après qu'ils seront encore bien plus morts, eh bien, on va les décapiter. C'est ce qui est fait. Oliver Cromwell et ses compagnons, ses cadavériques compagnons, sont tous pendus et après cela, on les décapite. Après avoir décapité ces cadavres, on s'en va chercher des pics de 6 mètres de haut sur lesquels on empale leur tête et on s'en va planter ces pics sur le toit d'un bâtiment du palais de Westminster. Ces têtes resteront là-bas pendant longtemps. Un quart de siècle plus tard, un orage casse
la pique et fait tomber la tête de Cromwell. Une sentinelle qui était à côté ramasse cette tête et l'emporte dans sa maison où il la place dans sa cheminée. Naturellement, dans une cheminée, on fait du feu et il y a de la fumée qui s'en échappe. Eh bien, comme une cuisse de vache, comme une cuisse de porc, cette tête est enfumée et bien conservée grâce à la chaleur et à la fumée qui émanent de cette cheminée. Quelques années plus tard, cette sentinelle ira chercher cette tête qu'elle vendra à quelqu'un, qui la revendra à quelqu'un, qui la revendra à son tour à quelqu'un, ainsi de suite, jusqu'à ce que dans les années 1930, la confusion étant devenue trop grande, on essaye d'expertiser cette tête pour voir si c'est vraiment celle d'Oliver Cromwell. Les résultats ne sont pas concluants et on ne sait pas du tout si c'est vraiment la tête de Cromwell. Mais la légende reste et continue. On pense que c'est bien la tête de Cromwell. Il faudra attendre 1960 pour qu'un institut de l'université de Cambridge rachète cette tête-là et l'enterre enfin. Si c'est vraiment la tête du pauvre Oliver Cromwell, eh bien, une tête qui a été coupée en 1661 se retrouverait donc enterrée en 1960, c'est-à-dire 300 ans plus tard. Je ne sais pas l'effet que vous fait cette histoire, mais moi, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. En tout cas, je la trouve assez bizarre et j'espère que cela vous aura intéressé. Pour cela, mettez-nous vos likes, laissez-nous vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, partagez nos liens et parlez-en autour de vous. À la prochaine.